Également, Ils sont 67, également enseignant c'est à beaucoup. l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et je m'intéresse particulièrement en ce moment à, on va dire, à deux axes, à la fois la peinture figurative, ce sur quoi évidemment on se retrouve bien avec Ulysse, et aussi sur les axes liés à la mémoire individuelle et collective. Je propose à Ulysse de se présenter à nouveau avant qu'on commence la discussion. Merci. Donc, du coup, merci à Artaïs pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir pour cette discussion. Donc, moi, je suis artiste, je fais de la peinture et du dessin principalement, mais je fais aussi de la photographie et du volume. J'ai été formé et diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. J'ai fait un post-diplôme ensuite à l'IMS et j'ai eu une expérience aussi dans une école à Düsseldorf en Allemagne. On reviendra dessus plus tard. Voilà, aujourd'hui, je fais partie de la galerie Valérie Delaunay et de l'atelier collectif Le Houloc, d'où depuis lequel je vous parle actuellement. Voilà, dans mon travail, j'utilise des matériaux hétérogènes et j'essaye de retrouver une continuité entre ces différents matériaux. Je travaille beaucoup à partir de fragments et j'essaye d'en faire des éléments de langage voilà, pour atteindre une dimension métaphorique, produire de l'évocation. J'ai un modèle qui est la poésie et sa dimension très ouverte, délibérément équivoque. Et j'ai travaillé autour de certains thèmes, pardon, historiques ou plus actuels, comme Ulysse, les, euh, les trames d'habitation urbaine et rurale, par exemple, ou alors Lord Arias. contexte géopolitique. Voilà. On va pouvoir rentrer dans le détail dans la discussion avec Thomas. Et je vous demanderai par contre si c'est possible d'éteindre vos micros pour ne pas, voilà, pour ne pas nous couper involontairement. Sachant effectivement, et merci Ulysse pour ta présentation qui va nous permettre d'introduire la discussion, tu vas pouvoir lancer le diaporama qui nous servira de support visuel pour notre échange. Sachant aussi, hein, bien sûr, que vous pourrez poser toutes vos questions après les 30 à 35 minutes de conversation que l'on va engager de ce pas. Donc voilà, et je vous invite si vous avez des questions, à bien les noter, et comme ça, vous pourrez les poser à Ulysse ou moi-même juste après notre discussion. On commence par ces deux visuels de peinture qui sont effectivement mis en situation ici au Houloc, et peut-être de visuels aussi qui nous permettent d'introduire les dernières années de tes créations, puisqu'ici on est sur des productions qui ont été réalisées en 2017. Et moi, je voulais introduire cette discussion justement sur ce rapport aux images que tu utilises, puisque tu es un peintre figuratif. Tu as parlé du travail autour de fragments qui deviennent des éléments de langage dans une phrase peut-être poétique. Est-ce que tu peux, justement, pour introduire cette discussion, nous parler de ce rapport à ces images, à ces documents, à ces fragments qui vont venir nourrir ton langage plastique? Eh bien, oui, merci. Du coup, pour cette série qui s'appelait Aviation 4 récits, en fait, je suis parti d'une base documentaire liée à l'histoire de l'aviation. Donc, j'avais envie de me confronter un petit peu au problème que peuvent poser la confrontation, que peut poser la confrontation aux documents, et puis surtout à la tension entre cette recherche documentaire et puis le travail de l'imaginaire, les déformations liées au travail de l'imaginaire, la reformulation. Et voilà, être un peu dans cette tension et proposer plusieurs réponses, pouvoir travailler avec ça. Et du coup, je suis parti de l'histoire de l'aviation. J'ai découpé cette histoire en séquence et je trouvais ça particulièrement intéressant parce que voilà, on a finalement devant nous une sorte de rêve qui était celui de pouvoir voler qui se réalise au XXe siècle. Et on peut, 100 ans plus tard, un peu plus de 100 ans plus tard, regarder en arrière et se demander, voilà, qu'est-ce que ce rêve incroyable qui se réalise,
en rapport avec l'évolution des techniques, qu'est-ce que ça produit, comment on peut le regarder. Et puis, sur des séquences de 10-20 ans, voilà, j'ai découpé cette histoire en séquences et j'ai travaillé tableau par tableau. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus de Sweet Home Blériot par rapport justement à cette idée d'une construction autour d'une diversité d'images qui est intéressante parce qu'elles abordent aussi une certaine forme d'ambiguïté. Il y a à la fois ce côté très saisissant, des couleurs, quelque chose de très chaud, notamment dans la peinture qu'on voit actuellement, qui est donc Sweet Home Blériot. Et en même temps, il y a le revers de la médaille, comme tu disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette peinture-là? Ouais, tout à fait. Alors, Sweet Home Blériot, donc l'idée, c'était de partir de cette séquence sur les pionniers de l'aviation, donc les premières personnes, hommes ou femmes, qui ont travaillé sur les premiers engins qui sont un peu extraordinaires et qui sont un peu fous, et puis qui risquent tous un peu leur vie en partant dans les airs avec ça. Et puis d'ailleurs, il y a il y en a certains qui sont morts. Et j'ai décidé de partir un petit peu de la figure de Blériot, mais pas donc Blériot qui est le premier pilote à passer la Manche en avion, mais pas dans un moment où il est décrit héroïquement, mais plutôt au moment où il s'est écrasé, en fait, à un moment d'entraînement où on le voit chuter. Et donc pour voilà, m'inscrire dans cette tension entre le rêve un petit peu du vol et puis le risque de la chute, et puis le choisir plutôt dans une posture un peu d'anti-héros à un moment où il y a un problème. Et Sweet Home, c'est un titre ironique puisque c'est un rapport au territoire, le home sweet home, c'est-à-dire voilà, chez soi, bien chez soi, mais en même temps, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé. Et puis, j'ai essayé voilà, de le mettre en rapport avec cette figure menaçante que j'ai produite à partir d'images d'hélice, de moteur, qui se trouve sur la gauche. Voilà. Et au niveau des couleurs, j'avais effectivement envie de produire de la tension et en même temps qu'il y ait du passage entre les différents espaces pour pouvoir aborder, disons, plusieurs plans en même temps dans la toile. Dans cette série, il y a quelque chose aussi de très flottant, alors évidemment qui renvoie bien sûr à l'aviation, à ce côté presque de sorte de nuage, de constellation d'informations. Ça, c'est des choses qu'on reverra évidemment. Je voulais aussi que tu abordes ce rapport justement aux formes flottantes, mais qui sont aussi un rapport au souvenir, à la mémoire finalement, parce que tu te bases sur des éléments documentaires. Quel est ton rapport justement à ces images documentaires? Est-ce que tu peux nous montrer aussi les autres images, parce que tu te sers effectivement, voilà, comme on le voit ici, d'images sources, de données, hein, qui sont évidemment des procédés qui, aujourd'hui, depuis la scène allemande, depuis Richter et les années 60, quelque chose de tout à fait assumé ou intégré à la peinture. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton rapport à ces images finalement et à cette mémoire? Ouais, bien sûr. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de les associer justement et de produire quelque chose qui soit euh, ouais, produire le sentiment d'une dimension fictionnelle qui ait un rapport avec ces documents, mais qui en même temps soit du côté de l'imaginaire, je l'ai dit, et donc de la reformulation, à la fois de la déformation et à la fois des faits, qui est une tension entre les deux. Alors, dans ces différentes toiles, les documents ont pu apparaître plus ou moins clairement. Par exemple, dans Sweet Home Blériot, bah, il y a le document que vous voyez là avec le crash de l'appareil de Blériot. Donc là, c'est assez clair. Après, il y a des éléments qui renvoient plus à l'imagination. Mais là, par exemple, dans celui-là qui s'appelle Dansande, qui est un jeu de mots entre danse et ande qui ont exactement les mêmes lettres et qui parle de l'aéropostale et notamment du voyage de Mermoz dans les Andes. Là, le rapport au document est beaucoup plus, a presque complètement disparu. Et ça m'intéressait voilà, de faire différentes expériences et de voir comment ça allait se passer en essayant d'être plus du côté d'une dimension abstraite ou alors justement plus fidèle au document. Et l'idée, voilà, c'est d'être du côté une sorte de reconstruction finalement d'une fiction
qui se crée à partir de ces éléments hétérogènes, parce que je pense aussi que notre manière d'appréhender le réel se fait comme ça, en bricolant, en rattachant, en assemblant des choses qui appartiennent à des plans différents. Il y a une certaine tension qui se crée aussi dans ces images, évidemment, par leur côté. Là, je vois les couleurs parfois assez chaudes ou suaves ou presque sucrées, et en même temps des images beaucoup plus dures à d'autres moments. Est-ce que aussi dans la forme flottante de ces images, de ces fragments d'images, il n'y a pas l'idée d'une difficulté de se saisir des choses finalement? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est en lien aussi avec ce rapport à la mémoire que tu évoquais. Effectivement, que ce soit sur le plan historique ou sur le plan individuel, on essaye d'assembler, de raccrocher les choses à partir de récits, à partir de vues, voilà, à partir de faits, à partir de documents, mais il y a toujours quelque chose, un rapport au réel qui nous échappe. Et cette dimension flottante, elle existe aussi dans notre rapport aux choses en général. Donc moi, ça m'intéresse d'essayer de trouver une sorte d'équivalent dans l'espace de la toile. Et cette dimension flottante, du coup, elle est intéressante pour moi parce qu'elle me permet de mettre enfin, de confronter ces différents plans et d'essayer aussi de trouver une continuité entre eux. Il y a aussi l'idée de presque parfois d'abstraire certains éléments qui deviennent plus que des éléments iconographiques, qui viennent construire aussi l'ambiance, l'univers de la toile. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de celle-ci, de ce qui se construit dans celle-ci? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous montrer le document suivant, voilà, enfin, la planche suivante, notamment ça, parce que pour cette toile qui s'appelle Londres 1940, je suis parti de plusieurs documents qui avaient un rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a à la fois le bombardement de la station Balam par l'aviation allemande, donc, qui produit cette trouée dans le sol, enfin le bombardement pardon, de Londres, mais qui produit cette trouée dans le sol parce que la station Balam était juste en dessous. Et puis, une cicatrice dans le dos de cette personne qui est japonais, qui a subi voilà, les radiations d'Hiroshima. Donc, je suis parti de ça. Alors, la cicatrice dans le dos du personnage, elle a pratiquement disparu, mais elle est venue se greffer dans un jeu d'assemblage avec cette espèce de ruban flottant et puis ces fragments de corps. Et par contre, le document de Balam est resté. Et l'idée, pour moi, c'était de travailler avec ces documents, mais pas forcément, de ne pas forcément les retenir et d'être voilà, dans un travail. Enfin, je parlais d'une dimension équivoque tout à l'heure, de l'ouverture euh, liée au contenu poétique. Et j'aime bien quand je travaille, à ce moment-là, j'y tenais particulièrement à garder les choses très ouvertes et quitte à ce que certains motifs disparaissent. Et je pense que là, l'idée, c'était à la fois de comment dire, une circulation générale qui est rapport avec le vol, avec l'envol, et puis en même temps de tisser une trame avec ces figures plus dramatiques. Tu as parlé d'une dimension plus abstraite, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à ta question. Si, si, si. Effectivement, enfin, je pense que là aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a dans la construction et dans ce rapport aux images et à leur abstraction, il y a aussi l'idée que dans la mémoire, forcément, on reformule et on finit par reformuler les choses. Mm. Que se remémorer certains moments, ça peut être aussi compliqué. C'est des histoires aussi avec lesquelles tu joues, qu'on n'a pas vécu et que tu n'as pas vécu. Donc c'est aussi ce rapport-là ouais, à une mémoire qui est à la fois collective, qui est notre histoire avec un grand H, et en même temps ce rapport très individuel qui peut nous évoquer bien sûr d'autres souvenirs. Sur ce Ouais. rapport à l'abstraction, je pense que ça peut nous faire basculer sur l'autre série dont tu pourras nous parler. Je pense notamment au ruban là qu'on voyait dans Londres, mais je pense aussi à celui qu'on voit dans Danse Hand.
Tu vas explorer aussi ces mouvements un peu ondulatoires dans tes compositions et dans des rapports qui, bien sûr, restent figuratifs puisque tu utilises et continues à utiliser des images que l'on identifie très clairement. Et en même temps, dans cette série et dans ces peintures, notamment fréquence-récurrence, il y a presque un degré d'abstraction du réel. On voit que les images, elles pourraient presque basculer dans l'abstrait. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors pour la série des ondes, dont vous avez deux peintures à l'écran, en fait, l'idée, c'était de partir de l'idée, enfin, partir des ondes, c'est-à-dire ces ondes qui remplissent notre espace quotidien, mais qu'on ne voit pas vraiment. Et à partir de dessins qui viendraient se substituer à cette absence de représentation, puisque bon, ces ondes, on ne les voit pas, les ondes de nos téléphones, les ondes radio, etc. Donc, je suis allé chercher, par exemple, des cartes de niveau, des ondes plus visibles, celles de l'eau. J'ai essayé de trouver une sorte de substitut. Et l'idée de cette série, c'était, à partir de ces différents dessins, de constituer une trame qui refasse espace et qui soit propice qui puisse accueillir des images qui surgiraient et qui seraient associées sur un mode assez libre. Donc, je contrôle pas toujours. Enfin, quand je travaille, je ne me pose pas forcément la question du contenu exact de ce qui apparaît, mais par contre, j'ai un souci de complémentarité entre les différentes formes. Mais là, effectivement, ce qui est sûr, c'est que le fait que l'espace soit très abstrait, ça m'intéressait effectivement, et que cette trame, on puisse s'y perdre, que ce soit quelque chose bon, qui soit quand même un espace de surgissement, de réminiscence, mais qu'en même temps, ce soit une trame complètement imaginaire. Il y a toujours aussi cette volonté, finalement, dans tes compositions, de mettre en jeu un mouvement qui est suggéré. C'est-à-dire que oui, on reste plutôt dans un rapport statique face aux œuvres, hein. C'est le rapport aussi qu'on a à la peinture, à l'objet tableau. Et en même temps, les lignes de force de tes compositions euh, très courbes, très ondulatoires, la disposition fragmentée des divers éléments invite au mouvement ou à penser le mouvement de l'œil en tout cas. Ouais, ça c'est une question qui est passionnante en peinture. Je pense que moi, quand j'étais étudiant, un peu comme beaucoup d'étudiants qui étudient la peinture, j'ai eu envie à un moment que les images sur les tableaux se meuvent, et puis j'ai essayé de faire des projections sur les toiles où j'ai pu fantasmer des tableaux en mouvement, vraiment en mouvement, un peu comme ceux de Bill Viola. Mais finalement, j'ai trouvé ça plus intéressant et ben, d'abandonner, de sacrifier ce mouvement réel pour un mouvement qui serait évoqué. Et je trouve que c'est ça qui crée tout l'intérêt du travail des images fixes, et essayer d'atteindre le mouvement à partir de l'immobile. J'ai l'impression que ça, c'est une composante, une dimension vraiment artistique. Et moi, ça me passionne. C'est un peu comme essayer de décrire l'invisible avec des choses visibles. C'est le genre ouais, de couple ou de tension qui fonctionne bien, je trouve, en art. Et donc, voilà, j'ai renoncé à faire apparaître des choses qui seraient véritablement en mouvement, qui procéderaient par exemple du film, pour faire jouer cette tension et essayer de créer le sentiment de mobilité, l'idée de mouvement avec des formes, avec une circulation du regard dans le tableau, avec des échos entre les formes. Voilà, tout ce jeu un peu de rime qu'il y a dans la peinture en général, ou dans le dessin. Oui, et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a une sorte d'instabilité permanente dans les objets que tu figures, du fait aussi de leurs contours qui sont, enfin, où il y a toujours une zone indéterminée ou indéfinie. C'est-à-dire que de toute façon, on pourrait toujours prolonger la main, on pourrait prolonger le mouvement, on pourrait prolonger la route. Il y a de ça aussi. Ouais, ça effectivement, c'est très important. Et ça vient du fait que
du désir que j'ai de montrer différents plans. Donc voilà, là par exemple, le corps et en même temps une vue de loin et en même temps des motards, ces motards qui passent dans la montagne et en même temps cette sorte de petite boîte de musique et d'essayer de faire fonctionner tout ça ensemble. Et pour ça, j'ai besoin que les choses soient fragmentaires et j'ai besoin qu'elles puissent apparaître et disparaître. Sinon, elles se brouilleraient les unes les autres, ce que j'essaye d'éviter. Et en même temps, du coup, le fait qu'elle soit comme ça, un peu évanescente, disons que c'est ce qui me permet de les connecter et de créer de la continuité. Oui, comme si finalement chaque image était un mot ou une lettre dans une phrase Ouais, dont tu ne absolument. délivres pas forcément le sens, mais qui est quand même présent dans le moment de la gestation de la peinture. Voilà, c'est ça. Ça m'amène à une question essentielle pour toi en peinture, c'est la question de la trame, la question de la composition, qui est évidemment assez centrale, hein, du fait des connexions qui sont parfois très complexes entre les éléments. On voit ici un des dessins de la série Horizon, alors on ne s'en rend pas compte hein, malheureusement avec l'écran, mais c'est un très grand format, comme un peu à l'image du format peint voilà, que tu as derrière toi ou de celui qu'on voit ici en situation d'exposition à nouveau dans l'espace d'expo du Houloc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de la question de la trame, du maillage de ces informations? Ouais, tout à fait. En fait, en travaillant avec ces fragments de corps et ces fragments d'espace, et en avançant un peu dans ce travail, je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de les connecter, de les connecter directement ensemble. Et l'idée de cette trame m'est venue, c'est-à-dire de répartir les corps. Là, vous les voyez de manière régulière, comme la trame d'un papier peint, et puis d'improviser ensuite l'espace entre ces corps. Et ça a donné un résultat qui m'intéressait beaucoup, qui renvoyait à la fois à une dimension plus intime, avec ces corps qui s'enlacent, et puis à la, au- à l'espace élargi du paysage, de la vue telle elle apparaît là. Et, euh, et ça m'a rappelé aussi les études que j'ai pu faire autour des entrelacs et des systèmes ornementaux, notamment voilà, pendant la Renaissance et après. Et donc oui, j'ai testé ça et je trouvais ça passionnant. Et à ce moment-là, j'ai considéré que ces figures enlacées, elles pouvaient être comme des symboles du lien, elles pouvaient fonctionner comme des sortes de nœuds dans la composition. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Et la trame, ici, elle m'intéresse aussi parce que elle renvoie elle me permet de faire exister un espace composite, voilà, fait d'éléments ruraux, d'éléments qui renvoient plus au monde urbain, et de les faire exister ensemble avec cette connexion qui passe par les corps. Et en même temps, elle est potentiellement infinie, ce qui est une autre image qui m'intéresse. Il y a une autre dimension aussi à laquelle j'aimerais bien faire allusion là pour cette série. Je vais vous montrer notamment cet autre dessin, voilà, avec des détails que j'ai sélectionnés pour qu'on puisse voir un peu de plus près. Euh, c'est euh, c'est le fait que ces dessins combinent plusieurs horizons. Voilà, il y a comme plusieurs manières d'entrer et de se confronter au paysage dedans. Et ça, cette pluralité, cette diversité des points de vue qui peut s'entendre, voilà, euh, enfin, comment dire, à la fois de manière imagée, à la fois littéralement, elle m'intéresse aussi. Je pense que là, tu soulèves une question effectivement qui est importante, c'est la question aussi de la perspective. On a presque un rapport aussi avec le fourmillement des détails qui sont présents dans ces deux dessins de la série des horizons, d'un rapport de plan, de cartographie,
d'éléments, avec son ambiguïté, à la fois des éléments construits qui vont évoquer la modernité, l'industrie, l'industrialisation du paysage, évidemment, l'entropie, et puis aussi le côté ruine, qui est toujours avancé. En même temps, à d'autres endroits, on va être plutôt sur la campagne, la ruralité. Enfin, notre œil, encore une fois, est invité à flotter dans l'ensemble de l'espace, dans un point de vue qui est à la fois panoptique, et en même temps, on l'invite presque à se rapprocher, à aller au détail. Euh, c'est toutes ces perspectives, finalement, que tu conjugues à l'intérieur de ces dessins. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce rapport à la perspective et aux multiples perspectives qu'engagent ces deux dessins? Oui, en fait, ça m'intéresse vraiment qu'il y ait comme ça cette sorte de confrontation de points de vue, qu'on ne soit pas à un seul point dans l'espace, mais disons potentiellement à différents endroits, et, euh, et que le dessin en représente en quelque sorte le maillage. Voilà, comme si ça pouvait faire référence à une pluralité, à la fois une pluralité de perception, mais en même temps une pluralité de réception du réel, et que ça puisse renvoyer au fait que, oui, aujourd'hui, il n'y a pas forcément une seule manière de réceptionner, de lire les choses. Il y en a plusieurs, elles se confrontent. Et pour moi, ça, c'est un sujet intéressant à mettre en place dans un dessin. Voilà, en même temps, la trame, ça peut renvoyer aussi à la trame de vie, trame urbaine. Et je trouve que là, la circulation que rend possible ou qu'a rendu possible pour moi ces dessins, disons que ouais, c'était chouette, c'était une joie parce que j'ai pu à la fois aborder ces espèces de grands plans larges, à la fois aborder un rapport au corps par les figures qui s'entrelacent et à la fois rentrer dans des détails, des petites situations urbaines, des places publiques, avec, voilà, comme par exemple pour ce détail que je vous repasse. Donc une photographie que j'ai prise à Madrid sur une place publique que j'aimais beaucoup, la place Agustín Lara, et avec des jeunes qui sont en train de jouer. C'est une place qui est particulièrement bien, comment dire, qui est particulièrement investie par les gens qui y vivent, puis de replacer par exemple cette photo dans la trame à un endroit. Voilà, il y a comme une dimension cosmique qui se crée, qui m'intéresse entre les vues larges et les détails. Oui, il y a un rapport de constellation aussi des éléments. En fait, Ouais. tout ce que tu me convoques me rappelle aussi une citation enfin, un propos d'Hannah Arendt qui parle justement du rapport au commun, au monde commun, à la perspective commune. Et elle dit que finalement, la perspective commune s'arrête dès le moment où on n'est que sur un seul point de vue. Et que le monde commun ne peut exister que par la multiplicité en fait des perspectives. Là, Ça, c'est parfait. Pour ce travail, c'est une référence parfaite. Je te remercie. enfin, je pense qu'il y a de ça. Je pense que ça convoque aussi, évidemment, pour moi, le très beau livre d'Emanuele Aola qui s'appelle Partage de la perspective. C'est toutes ces recherches où finalement on comprend bien qu'on ne peut pas saisir le monde selon un point de vue. Et il y a presque cette tentative utopique dans ton travail justement d'agglomérer ces différents points de vue, de créer un paysage ou un monde impossible, mais qui retrouve sa cohérence par le prisme de la poétique et évidemment du dessin et de la peinture. Tu as aussi réalisé une peinture qui est dans l'écho de ces deux dessins. Je pensais aussi au rapport au corps. Enfin, donc là, on voit des aquarelles qui sont des sortes d'extraits des dessins qu'on a pu voir qui accentuent certains moments de connexion, de corps qui s'entremêlent. Ce rapport au corps me fait penser aussi à la partition, et plus que la partition musicale, à la partition chorégraphique. Je sais que la chorégraphie, c'est quelque chose d'important pour toi. On a eu l'occasion ensemble de discuter de Pina Bausch. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ce rapport au chorégraphique? Oui, tout à fait.
Alors, on va pouvoir parler effectivement un petit peu de Pina Bausch. Alors, ouais, la chorégraphie, comme c'est un ensemble de corps en mouvement dans l'espace et l'organisation de ces corps dans l'espace sur un mode rythmé, musical, pour moi, c'est un modèle. J'ai parlé de la poésie tout à l'heure, mais la chorégraphie est un autre modèle pour le- la disposition des corps figurés dans la peinture. Voilà. Et Pina Bausch, effectivement, son travail, j'ai pu le découvrir à Paris. Bon, elle était déjà décédée, mais j'ai pu le découvrir à travers la troupe de Wuppertal, le Tanztheater de Wuppertal qui passe à Paris voilà, régulièrement. Et c'est vrai que c'était assez un émerveillement pour moi parce que j'ai retrouvé une sorte de mode de surgissement des figures, un rapport aussi à la répétition qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, Pina Bausch est venu s'inscrire dans une constellation d'artistes qui m'intéressaient. Sigmar Polke, Joseph Beuys, Pina Bausch, Klaus Rinke, et qui m'ont donné envie d'aller voir ce qui se passait du côté de la région dans laquelle ils ont tous vécu et étudié, c'est-à-dire Düsseldorf. Et du coup, je me suis débrouillé pour me faire inviter 6 mois en tant qu'étudiant invité à Düsseldorf. Et voilà, j'ai pu découvrir un petit peu la ville. Et donc j'étais à la Kunstakademie de Düsseldorf, qui était une expérience vraiment très 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 chouette. Et j'ai pu aller me balader un peu parce que je dis Düsseldorf, mais en fait c'est un ensemble, c'est un réseau de villes. Donc c'est Cologne, Essen, Wuppertal, Düsseldorf, et il y en a d'autres. C'est vraiment une constellation de villes et c'est très très intéressant d'être là-bas pour en faire l'expérience. Et voilà, et il y a disons, cet ensemble d'artistes, c'est assez passionnant. Donc, il y avait la Kunstakademie de Düsseldorf où étaient Polke, Richter, Beuys, qui était l'étudiant de Mataré et qui a été enseignant ensuite. Voilà. Et puis, il y avait la Volkshochschule de Essen, où étaient Klaus Rinke et Pina Bausch à une époque où, si je ne me trompe pas, danse et art plastique étaient enseignés tous deux dans cette école. Donc voilà, dans la deuxième partie du XXe siècle, dans les années 50-60. Et voilà. Et donc, je suis allé là-bas et je me suis lié d'amitié avec un groupe d'artistes qui s'appelle Entropical, c'est dont je fais partie, et qui sont allemandes, qui sont de Düsseldorf et de Leipzig. Et on s'est lancé dans un projet d'exposition tous les trois en trois volets. Le premier qui se passait à, à Düsseldorf, au Weltkunstzimmer, qui est un lieu d'exposition là-bas. Le deuxième qui s'est passé à Saint-Ouen. Et le troisième qui aura lieu en novembre prochain à Leipzig, voilà, selon les différents lieux où les artistes résident. Et là, je vous montre une photo d'une de mes toiles, donc celle qui était visible avant, dans l'exposition Organic Drama qui avait lieu au Weltkunstzimmer à Düsseldorf. Qu'est-ce que tu as finalement apporté et t'apportes encore, vu que tu fais partie du collectif, cette expérience? Comment est-ce qu'elle a construit ou est-ce qu'elle a orienté quelque chose de particulier dans tes recherches? Écoute, c'est une très bonne question. En fait, déjà, il y a une dimension européenne qui m'intéresse beaucoup. Il y a le fait que voilà, à Düsseldorf, j'ai découvert un rapport à l'art qui n'était pas tout à fait le même qu'en France. Il y a des choses qui diffèrent autant dans l'apprentissage que dans le rapport que les artistes ont à leurs œuvres. Et ça m'intéressait beaucoup. On le voit un petit peu dans l'art de Polke, de Beuys. Mais voilà, c'était d'être là-bas, ça me permettait de mieux le sentir. Et puis il y a aussi une transdisciplinarité qui m'intéresse beaucoup dans ce groupe Entropicos. On le voit un peu sur les photos parce que voilà, ils sont des artistes qui pratiquent aussi l'installation, la vidéo. Euh,
la sculpture, le dessin, et donc là-dedans, mes peintures, mes dessins pouvaient trouver des échos sur un mode transdisciplinaire, ce que je trouve vraiment passionnant. Et puis, bon, c'est un projet de groupe aussi, et c'est toujours enrichissant de penser les choses à plusieurs. Le temps file et avance, et je pense qu'il est temps de discuter aussi de l'avenir et de ce sur quoi tu es en train de travailler en ce moment. Alors, on perçoit derrière toi, même si pour l'instant c'est une petite vignette, les prémices de ce qui va se passer en septembre à la Galerie Lyonnais, où tu vas avoir un solo show. On voit à l'écran finalement le dessin qui précède la peinture qui est juste Ouais, derrière toi, Ulysse. Est-ce tout que à tu peux nous parler un petit peu de ce qui est sous-jacent, de ce qui porte cette exposition qui s'appelle Tumulte, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. Alors pour Tumulte, en fait, je suis parti de l'idée d'un souci géopolitique. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on manque pas vraiment de soucis. Le plan géopolitique en fait partie. Et donc, je me suis dit que j'allais partir de données, me reconfronter à des documents. Alors pour ce grand dessin qui s'appelle Tumulte, les ondes syriennes, je suis parti beaucoup de documents relatifs à la guerre en Syrie, et j'ai décidé d'essayer de les combiner et d'en faire quelque chose, mais d'en faire quelque chose plutôt sur le mode de l'exorcisme, c'est-à-dire j'étais parti d'une phrase de Picasso qui disait que voilà, il faisait des toiles d'exorcisme et qu'avec ces toiles, il essayait de négocier son rapport, le rapport qu'il avait à ses peurs et ses désirs. Et je trouvais ça assez fort, et je me suis dit, mais moi aussi, peut-être que je peux négocier mon rapport à mes peurs et mes désirs, et tenter d'exorciser les choses par le travail de dessin et de peinture. Et donc voilà, j'ai amené ce souci géopolitique d'abord dans l'espace du dessin, avec ce que vous voyez derrière vous. Et donc, j'ai sélectionné des détails. Et voilà, j'ai refait une trame, un peu comme dans les dessins précédents, ceux qui avaient trait à la série Des Horizons, mais une trame enfin, composée sur un mode plus dramatique, avec ces documents. Et donc, l'exposition aura lieu en septembre à la galerie Valérie Delaunay. Et il y aura notamment ce travail. Et il y aura aussi une série euh, dont j'ai commencé à faire les dessins. Alors, il y a notamment celui-ci, qui est une aquarelle que vous voyez qui est derrière moi. Voilà, et qui est la composition pour une toile. Et puis cette toile-ci qui avait été présentée avec Valérie à la foire galeriste en octobre, qui s'appelle Soigner. Donc ça, c'est Soigner. Celle d'avant s'appelle Décrire. Donc c'est un ensemble de quatre toiles. Voilà. Et, et le dessin vous voyez que dont je suis en train de préparer la version en couleur derrière moi. Et pour finir de répondre à ta question, l'exposition s'appelle Tumulte parce qu'elle fait référence à une phrase d'Alberti. J'avais envie de prendre le contre-pied de cette phrase que je trouve assez intéressante. Il disait que dans un tableau, il fallait que l'histoire se déroule, et que on ait l'impression qu'il se passe quelque chose, mais que la toile n'ait pas l'air d'être un tumulte, un désordre, un tumulte. Et moi, je me disais qu'avec ce souci géopolitique, je pouvais prendre le contre-pied et proposer l'exposition Tumulte. Voilà. Oui, elle est c'est aussi ce qui, pour moi, euh, est effectivement une nouvelle étape de travail, mais aussi qui synthétise tout ce qu'on a pu voir et entrevoir avec les images que tu as diffusées et ce que tu nous en as dit. C'est aussi ce rapport à la mémoire, ce rapport à l'histoire, et c'est mettre un petit peu un coup de pied là-dedans de manière pas du tout irrévérencieuse, mais plutôt de mettre un chaos productif, mettre en désordre les choses pour mieux pouvoir les recomposer d'une certaine manière. C'est peut-être ce souci de mettre en échec les visions univoques
pour pouvoir donner plus de possibilités à la reformulation du monde et montrer que finalement, ce monde et nous à l'intérieur de celui-ci, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est ce que j'entrevois aussi dans le dessin et dans la peinture que tu es en train de faire, à travers la multiplicité des flèches, des directions, des explosions. Ça semble très réjouissant. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. Si tu entrevois ça, je suis vraiment ravi. Eh bien, écoutez, ça fait 40 minutes qu'on discute. C'était à peu près le délai qu'on s'était donné pour notre discussion commune. J'espère que vous avez tiré des choses ou qu'il y a des choses qui vous font peut-être réfléchir. Mais on voulait aussi vous laisser la parole et que vous puissiez, vous, en tant qu'auditrice et auditeur, pouvoir peut-être poser des questions à Ulysse, peut-être lui demander de préciser des éléments faire des remarques comme vous voulez. En tout cas, on vous passe la main.